Bonsoir tout le monde, je vais fermer le bal. Avec cette présentation, donc contexte engineering et industrialisation, on va essayer de rendre l'IA déterministe en production et on va voir ça en 20 minutes. Alors, bonjour, je m'appelle Alexandre. J'ai fondé ou cofondé deux sociétés qui s'appellent Akawaka et Vanoa. Akawaka, c'est une petite ESN, pour faire simple, moins de 10 personnes, spécialisée dans l'écosystème PHP, tout ce qui est open source, Symfony, Silius, etc. etc. Il y a mes petits réseaux avec mes points de vue personnels, professionnels, etc., etc. Je vous laisserai découvrir ça. Mais on va commencer par un spoiler. Qui pense qu'on peut rendre l'IA déterministe en production? Pas grand monde. Pas grand monde, parce qu'en fait, on sait, ce n'est pas déterministe. Et donc, ça ne peut pas devenir déterministe. C'est aussi simple que ça. J'ai un petit moment aigre, on va y arriver. Je m'adresse à des professionnels qui vivent tous les jours grâce à leur métier, etc., etc. Et je constate depuis un moment qu'on a l'habitude de fonctionner beaucoup au nombre d'étoiles sur GitHub, qu'on a un peu oublié que le cerveau était là et pas à côté du clavier, spécialement derrière un CLI ou un TUI, qu'on vaut mieux qu'appuyer sur Entrée toute la journée, et que l'IA, avant l'IA, on nous demandait déjà de faire de la documentation, des ADR, des spécifications, etc., etc. Je sais que ça emmerdait tout le monde, mais ça fait partie du boulot. Donc, en fait, l'IA va-t-elle remplacer les devs? Qu'est-ce qu'un dev? On est un peu là. J'aimerais que les gens réfléchissent à tout ça, qu'on prenne de la hauteur vis-à-vis de tout ça, et qu'on revienne un peu sur les fondamentaux du métier, parce que si c'est pour revenir à l'époque où on nous disait qu'un informaticien, puisqu'on était tous informaticiens, était bon à faire des sites internet et réparer des photocopieuses, ça m'embête personnellement. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut parler justement de Dex, qui est un mec qui est super. Il y a 3 semaines, il a fait une conférence sur comme quoi, en fait, il s'était un peu planté sur RPI, justement. Donc, il y a un retour d'expérience sur des équipes, etc., etc. Et comme vous l'avez vu, moi, tout simplement, mon taf, c'est de faire, en fait, ce qu'on appelle de la direction technique opérationnelle. Donc, en fait, je drive des équipes. Donc, quand j'utilise et que je dis on veut faire de l'IA, je m'intéresse à une équipe, et une équipe, elle doit avancer ensemble. Donc, créer des process, etc., etc. Et c'est là où on arrive sur le point, comment est-ce qu'on fait pour rendre l'IA déterministe en production? Parce que la production, nos amis de chez Bedrock, ils savent qu'à 3 heures du mat, quand ça se casse la gueule, il y a un vrai problème. Les gens qui ont conduit au fait qu'on a reçu un petit mail ce matin ou hier pour nous dire que les cartes grises avaient été piratées, pareil, c'est des professionnels, etc., etc. Mettez ça dans un coin de votre tête, s'il vous plaît. Nous sommes des professionnels et on ne doit pas succomber au nombre d'étoiles. La technologie, elle est toujours là. Et même si c'est de l'IA générative, les outils qu'on utilise, eux, sont déterministes. Et l'IA, comment ça fonctionne, c'est gravé dans le marbre. Allez. L'héritage de Turing, on va commencer par ça. Donc, grosso modo, depuis le début, 1 + 1 = 2. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est le déterminisme algorithmique, la prévisibilité absolue. Et quand on est imprévisible, c'est un bug, tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que nous, on cherche de la fiabilité, on cherche à sécuriser, on cherche à faire de la testabilité, donc les fameux flaky tests qu'on n'aime pas trop, etc., etc. On veut débugger nos applications. Voilà, c'est tout ça le déterminisme. Et maintenant, on nous parle d'IA générative, on nous en parle spécialement dans nos métiers depuis mars de l'année dernière, puisque grosso modo, on arrivait à un niveau technique de la chose qui permet de sortir du code, et plus ça avance, plus en fait ça tombe dans nos référentiels professionnels et on se dit ça y est, ça fonctionne comme on veut que ça fonctionne, parce qu'en fait ça récupère le retard, etc., etc., les innovations technologiques. Bref, on en est à l'IA générative. Et l'IA générative, elle nous fait ça. 1 + 1 = peut-être 2. C'est aussi simple que ça. C'est empirique, c'est explicité. Si vous vous amusez à lire ce que les cards d'Anthropic, c'est des documents qui font 200 ou 300 pages, qui vous expliquent comment est-ce qu'ils ont entraîné les modèles, comment est-ce que ça s'est passé, le nombre d'itérations, comment les prompts sont analysés, etc., etc.
Personnellement, encore une fois, je pense que c'est un document que tous les professionnels devraient lire avant d'utiliser les modèles, puisque ça permettrait de les aiguiller dans l'utilisation du modèle. Donc, on en est à peu près là. C'est probabiliste, et grosso modo, on nous dit, oui, mais par exemple, on peut faire du cache. Oui. Alors, du cache, c'est grosso modo, on a fait une première requête, ensuite on fait une deuxième requête, on met la température à 0 pour que le modèle ne réfléchisse surtout pas, on joue avec les top P, on récupère les seeds sur certains types de modèles, etc. Et on a la même réponse. Sauf que, on est toujours sur du hardware. Hein. Donc, problème de virgule flottante. Si la carte graphique, c'est pas la même qui traite le signal, s'il y a eu un petit delta, etc., on n'aura pas le même résultat. Les appels réseau, ils vont provoquer aussi des changements. Et sur les modèles MOE, puisque c'est les trucs qui ont le vent en poupe aussi, on a le problème de sparse, puisque en fait, l'allocation de tokens qui est faite par le nombre d'agents, etc., sur un modèle MOE est aléatoire, et on peut essayer de forcer les choses, mais on n'a aucune garantie que ça se passe bien de la même façon. Donc on nous dit, il y a des tours de passe-passe. Déjà, si on prend encore une fois le postulat qu'on est dev et qu'on est des professionnels, on devrait tous et toutes bosser via des API. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où on est derrière un TUI, on est sur une offre SaaS, et suivant si les Américains sont levés, les Chinois sont levés, etc., on a des ajustements en live d'éléments techniques pour pouvoir gérer la charge. Ce n'est pas hors du commun, c'est ce qu'on fait tous à partir du moment où on doit gérer la volumétrie. On ajuste nos charges. Et donc ça fait que, par exemple, on est quasiment sûr, et je ne sais pas pourquoi je dis quasiment, puisqu'on est sûr, qu'on n'aura pas la même réponse dans le temps. C'est obligé, by design. Dans les tours de passe-passe qu'on a, on a ceux-là qui sont mis en avant. On l'a vu dans la première présentation. Il y a un moment, il y a un joli slash qui part pour dire hey, « je suis sûr que tu vas me déclencher ce skill-là ». Il n'est pas pour rien. Donc, on en a 4 qui sont les plus communs. Arrobase mon fichier va provoquer en fait un appel explicite du tool read qui va en fait lire le fichier et injecter le contenu du fichier dans le prompt. On a la même chose avec la commande. On a les MCP __ pour aller trigger explicitement en MCP. Et on a donc le slash pour aller trigger explicitement un skill. Premier tour de passe-passe commun. Le deuxième tour de passe-passe, on peut provoquer intentionnellement la création de scripts à la volée pour traiter des opérations qui sont coûteuses. Donc, c'est juste une histoire de prompt, on envoie le bon prompt, et automatiquement, il va nous créer soit un bash, soit un Python, et il va faire ce qu'il veut qu'on fasse. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ces tours de passe-passe sont probabilistes, qui dépendent du parsing qui a été fait par le modèle suivant l'infrastructure, etc., etc. Et on arrive sur un truc qui est magique et qui apparaît avec l'IA générative comme la dette cognitive, qui s'appelle l'illusion de contrôle. L'illusion de contrôle, elle dit tout simplement, puisque moi, je fais du SpecKit, du BIMAD, etc., et que ça a plein d'étoiles sur GitHub, et que ça me sort des documents que je n'ai jamais vus dans ma carrière, c'est forcément que c'est bien. Spoiler alert, c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est du bruit pour un LLM et que ça consomme des tokens. On n'arrête pas d'en parler depuis le début. Qu'est-ce qui se passe du point de vue token, etc., etc. Dans un monde à crédit illimité, de tokens, c'est parfait. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas crédit illimité. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va aller chercher dans les vieux pots. Hein. Comment est-ce qu'on fait? Alors déjà, on prend tout l'aspect technique. Hein. Prompt engineering, context engineering, le fonctionnement même de comment est-ce que ça fonctionne quand on est sur les systèmes prompts, les mémoires, les tools, etc., comment ça se charge dans le contexte. On va prendre le système de conversation, vraiment le comprendre. Qu'est-ce que c'est un tour dans une conversation? Pourquoi est-ce que normalement, quand on fait faire un pas dans une direction, un LLM, c'est super dur de le faire revenir en arrière? Parce que les conversations et le cache, tout simplement, by design. Les problèmes de mémoire sur le long terme, plus on avance dans la fenêtre de contexte, plus on va perdre d'informations, etc., etc. Et toutes les méthodes qu'on peut avoir avec les subagents. On prend tout ça, et ça détermine comment vont fonctionner nos outils. Et maintenant, on doit dealer avec. Première solution pour pouvoir rendre l'IA déterministe en production. Tout simplement, on va faire un truc qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que
Il y a plein de moments dans nos carrières, on s'est dit: «Oui, si on développait un petit outil pour pouvoir faire ça, le truc serait super utile». Et pourquoi est-ce qu'on ne le faisait pas? Parce qu'en fait, c'était de la consommation de temps, qu'ensuite il fallait faire la maintenance qui allait avec, et cetera, et cetera. Or là, l'IA générative peut nous permettre de créer ces petits programmes qui font et puis on les balance. On s'en fout de la qualité intrinsèque du code. Ce qu'il faut, c'est qu'eux, ils fonctionnent d'une certaine façon, ils nous renvoient 0, 1 ou ils plantent et ils sont déterministes et ils nous fournissent du code qu'on va pouvoir utiliser dans nos stacks. Exemple concret, OpenAPI avec Swagger. Donc, ça existait il y a très longtemps. Quand on fait une API en 2023, c'est une très mauvaise idée de ne pas passer par OpenAPI. Normalement, en 2026, c'est toujours une mauvaise idée, même si Claude sait générer des API. Hein. Parce que, guess what, ça va forcément mal se passer sur le long terme. Donc, on prend notre OpenAPI, on prend nos schémas, et ben, tout simplement, on va appliquer la méthode d'avant, c'est-à-dire que ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on créait des schémas OpenAPI qui nous servaient de contrat, puisque c'est un contrat, un schéma OpenAPI, et potentiellement, on faisait le développement qui allait avec. Sauf que Swagger CodeGen, par exemple, c'est un truc qui a toujours existé. Le gros problème qu'on avait avec Swagger CodeGen, c'est que tout simplement, le code qui était généré, on ne le jugeait pas suffisamment quali pour entrer dans nos infrastructures. Mais qu'est-ce qui nous empêche maintenant d'aller popper une librairie qui va pouvoir consommer le contrat et nous générer du code correct à la volée? Rien. Donc ça, c'est la première solution. Et en fait, si on réfléchit par rapport à nos métiers, des solutions comme ça, on en a des dizaines. Et ces solutions sont intéressantes. Et surtout, quand on va aller trigger cette solution, une fois encore, elle est déterministe. 0, 1 ou échec. C'est aussi simple que ça. La deuxième solution, donc ça, c'est la mienne. Tout simplement, on va prendre tous les postulats de notre métier. Et notamment, on va arriver sur la problématique de l'industrialisation. Si on est tout à fait honnête par rapport à la période qu'on est en train de vivre, on est en train de vivre finalement la première révolution industrielle de notre métier. Pour la première fois depuis que le métier a été créé, et ça c'est très facile de dire pour la première fois, puisque grosso modo, quand on va chercher les référentiels en termes de patterns, de bonnes pratiques, etc., c'est pas débile d'aller tomber sur des textes qui ont été écrits dans les années 80-90. Tous les gens qui font du DDD, de la clean, de l'hexagonal, etc., savent qu'ils remontent dans le temps d'une manière magnifique. On a plein de choses comme ça qui ont été posées, qui sont finalement que des recyclages et des remises à niveau par rapport à l'avancée technologique. L'industrialisation, en fait, c'est tout simplement la capacité de prendre l'automatisation et de la mettre à l'échelle. La mettre à l'échelle, dans nos métiers, ça veut dire que, grosso modo, si moi, je travaille avec une équipe qui s'appelle Bedrock et j'ai 200 collaborateurs maintenant, j'en ai un peu plus. J'en ai 200 qui, quand ils font de la tech, la font de la même manière. Et ça, c'est de l'industrialisation. On va aussi rentrer sur les bonnes vieilles choses. Et les bonnes vieilles choses, c'est la programmation défensive. Donc, nous, en tant que professionnels, on doit créer un harness autour de nos lignes de code, parce que c'est bien beau que l'IA ship du code, mais il faut être sûr que ça passe les tests, que ça passe les CI, que ça passe la delivery, etc., etc. Et surtout que ça ne plombe pas à 3 heures du matin, encore une fois. Donc, on récupère nos grands patterns de programmation défensif et on est très défensif vis-à-vis d'un code généré avec l'IA. Et donc, pour faire ça, j'ai créé un truc qui s'appelle AWF Project. Donc, en fait, c'est AI Workflow Framework. Et en fait, si vous voulez, pourquoi est-ce que j'ai créé ça? C'est tout simplement parce que moi, j'ai un objectif. Pour atteindre mon objectif, il faut que je passe par un certain nombre d'outils qui me permettent d'y arriver d'une manière plus simple et d'orchestrer, etc., etc. Et donc, je me suis créé mes outils d'industrialisation. Donc, ça, c'est juste la capture d'écran du site actuel. On passe à la suite. AWF, donc une suite d'outils qui sont indépendants. Actuellement, c'est composé de 4 outils. Un orchestrateur qui est agnostique, celui dont on va parler, le CLI. Un MCP qui a été release hier, qui est en fait un MCP qui expose de la data avec du Prolog. Donc, cherchez pas, hein, vous demandez à Claude, fais-moi du Prolog, il ne vous le proposera jamais par défaut. Hein. Donc, c'est la programmation logique, le Prolog. Ça permet d'inscrire des faits. Donc, c'est un peu comme si on donnait des constantes
à notre application et notre IA générative. Un gestionnaire de charge qui est géré par l'application, il y a Yann de Bedrock qui a accès au truc. Et puis un générateur de code que je suis en train de travailler. Spoiler, il y aura du Lua dedans. Des solutions qui sont entreprise grade. Donc en fait, si vous voulez, moi, de par ma position qui suis donc DIRTech opérationnel, il n'y a pas à tortiller. Quand je ship quelque chose et que ça va pour le grand public, il faut qu'au final, j'ai une équipe qui puisse bosser dessus, il faut que je puisse faire de la mise à l'échelle, que je puisse faire du suivi si j'ai besoin, du versionning, et surtout que j'ai une licence qui soit suffisamment correcte pour le droit européen et le droit français. Donc, une ingénierie que je considère comme fiable, infrastructure as code, résilience, observabilité, et puis un harness, et puis des handoffs, justement, sur les outils. Donc, le CLI d'AWF, en fait, tout simplement, de base, si vous voulez, c'est un équivalent d'Ansible qui serait porté pour le fait de bosser avec des agents. Donc, ça déclenche un certain nombre d'étapes, etc., qui vont mêler, en fait, tout ce que vous savez, et de la manière la plus simple, je le décris de la façon suivante, plus vous connaissez vos outils CLI, plus vous connaissez vos agents, plus vous êtes capable de blinder un workflow qui va être nickel chrome. Et donc, notamment, ce système, il vient littéralement par-dessus la totalité de vos outils qui vont être utilisés sur votre poste de travail. Et donc, il va être agnostique, en fait, de toutes les solutions qu'il va y avoir en dessous. Et si jamais il y en a une qui n'est pas supportée, donc par exemple, pour l'instant, vous n'avez pas Vibe de Mistral qui est dedans, en fait, vous faites une invocation du CLI de Vibe en passant les options que vous voulez, etc., parce que finalement, ça ne fait qu'invoquer des outils CLI. On peut faire aussi des routages intelligents, c'est-à-dire qu'au sein d'un même workflow, on va pouvoir dire, cette partie, c'est Codex qui s'en sort le mieux, cette partie, c'est Claude, cette partie, c'est Gemini, etc., etc. Et donc, on va pouvoir passer de l'un à l'autre via des entrées, des sorties, STD in, STD out. Si vous prenez vraiment le truc, de manière très simple, je n'ai rien réinventé. J'ai juste utilisé les bons vieux systèmes qu'on utilise depuis toujours dans l'informatique. Et je les ai juste mis dans un truc qui vient les orchestrer. Il y a des outils de collaboration. Donc, il y a notamment la possibilité de faire du workflow pack. Donc, c'est un équivalent, en fait, si vous voulez, vous allez juste télécharger un pack complet de workflow. J'ai créé une version de SpecKit pour m'amuser, en gros, qui est un SpecKit version AWF. Et puis, vous allez synchroniser, vous récupérez la totalité des workflows, c'est versionné, etc., etc. Vous faites les mises à jour. Ça prend en compte la norme XDG, donc ça veut dire qu'on peut travailler au niveau local, au niveau global sur une machine, et donc avec tous les systèmes qu'on peut faire dans une équipe. Et puis surtout, il y a un système de plugins, c'est là où les gens qui utilisent Ansible ne seront pas dépaysés. C'est le Go Plugin gRPC Protobuf, donc c'est exactement la même chose qu'Ansible, et vous pouvez créer du coup des opérations qui sont complètement custom dans le système. Du point de vue de la doc, ce serait vraiment compliqué de tout vous dérouler, donc j'ai juste pris capture d'écran de la bonne vieille doc. On retrouve en fait la totalité des exemples, des versions pack, comment est-ce que ça s'utilise, les boucles aussi, comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment est-ce qu'on fait de la paralysation de traitement, etc., etc. Et c'est là où on revient sur ce que je disais, plus vous connaissez vos outils CLI, plus vous connaissez vos systèmes agentiques, plus vous êtes capable d'arriver à un résultat qui va être vraiment nickel, parce que en fait, la problématique de dire oui, mais je déclenche des agents et peut-être il y a un nombre aléatoire d'agents, c'est pas celui que je veux, etc., etc. En fait, tout simplement, vous allez pouvoir la tacler via une opération de parallélisation. Explicitement, vous lancez 5 agents qui sont les uns à côté des autres, ils font le boulot, vous collectez les réponses, vous concaténez, et youpi, vous avez votre réponse pour un autre agent. Et en fait, finalement, c'est que de l'orchestration, sauf que c'est de l'orchestration sans le côté magique de dire je vais passer par un skill qui peut-être va me trigger l'orchestration que je veux. Petite capture d'écran des commandes. Donc, on peut faire de la complétion. Il y a la config, on peut générer des diagrammes parce qu'on aime bien ça pour voir les workflows qui sont complexes. L'historisation, enfin, les résumes, tout ça. Bref, on peut tout faire. Et si jamais il n'y en a pas, il suffit de me demander et on verra ce qu'on peut rajouter. Je vous ai détaillé un workflow qui est en fait le workflow qui va être trigger à chaque fois que je push une PR sur l'un des outils dans la WF. En fait, tout simplement, ça va mettre à jour le skill correspondant avec la PR. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça. On a le workflow qui s'appelle Update Skill. On a une suite de scripts qu'on va pouvoir trigger. On a notre prompt
qui va être injecté dans nos agents, etc., etc. Donc, c'est là où on arrive sur tout l'aspect qui est versionnable, etc. Et si on déroule tout simplement le workflow, du bon vieux YAML comme on aime bien, et ben tout simplement, on va commencer avec nos petits inputs qui sont donc explicites. On a une étape par défaut et on va dérouler. Chacune des étapes que vous voyez là sont en fait des étapes qui sont en fait faites par des bons vieux outils CLI. Je ne consomme pas des tokens pour faire un truc que je peux faire avec un outil CLI. Et donc, en fait, comme j'ai mon GoTemplate, j'ai mes variables, j'ai mon std-in, j'ai mon std-out, j'ai mon parsing, etc., tout simplement, je vais pouvoir injecter tout ce que j'ai envie et déclencher les outils, récupérer les sorties, etc., pour m'en servir dans des étapes suivantes. Et donc, avoir du unsuccess et du unfailure, tout simplement pour dire, quand ça ne se passe pas correctement, il faut que ça fail fast, en fait. Je n'ai pas envie de perdre une demi-heure pour peut-être un truc qui n'a pas fonctionné. Il y a un moment, on arrive sur l'opération agentique, tout simplement. Donc, on a un provider qui l'a éclose, on retrouve notre prompt, on retrouve nos modèles, est-ce qu'on veut être autorisé des tools, etc., le timeout, et puis lui, hop, je t'injecte tout ce dont tu as besoin, et en fait, derrière, je vais continuer mes opérations. Donc là, en l'occurrence, la première, c'est que je vais faire un call workflow, donc je vais appeler un autre workflow qui, lui, va toujours fonctionner de la même façon. C'est celui qui me permet de faire les commits, les PR, etc., et puis après, je vais terminer mon process. Youpi, c'est fini. Si je prends le prompt, on retrouve le système de variables, sauf que si vous voulez, dans ce contexte-là, la variable, elle n'est pas magique, extrapolée, si jamais je ne l'ai pas filé intentionnellement à Claude, etc. Il essaye de la deviner. Non, là, la variable, elle vient encore une fois de mes inputs ou d'un output, etc. Elle est explicite, GoTemplate, je suis injecté dedans. Donc, on est vraiment dans tout un process qui, lui, est complètement déterministe. On valide le workflow par acquis de conscience, et puis on fait tourner le workflow, tout simplement. Que je sois fatigué, pas fatigué, que Claude soit de bonne humeur, pas de bonne humeur, etc., mon workflow va toujours tourner de la même façon. Il est complètement déterministe. Et il va échouer au moment où il doit échouer. Il y a plusieurs outputs, on peut être en verbose, en streaming pour voir les réponses, les échanges qui se passent au fur et à mesure, etc. Si vous vous y intéressez, vous verrez, il y a plein d'options. La suite par rapport à tout ça. Alors, tout simplement, la V070 va être release cette semaine. J'ai énormément bossé sur le fait que les agents fonctionnent de la même façon. J'ai même fait un mimique des interactions API, donc c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans des modes conversation avec vos agents qui sont là explicitement pour aller donc normalement, justement, c'est la partie où ça, je l'ai vraiment fait pour quelqu'un qui m'a dit « j'ai le besoin » et je me suis dit « pourquoi pas ». Si à un moment, il faut avoir un échange avec un agent, on a vraiment un mode conversation, on va pouvoir envoyer un input. Donc, ça supporte un système prompt, ça supporte le prompt, et en fait, c'est juste la façon dont on va injecter la data dans l'agent, on va recréer ce qu'on fait en API si on faisait du bon vieux Python, par exemple. Des améliorations sur l'output, donc les fonctions de streaming, etc. Et donc, ce fameux support conversation interactive. Ça va suivre une roadmap open core, tout simplement. Donc, AWF, en soi, comme je le disais, c'est un workflow state machine qui est écrit en Go et ça fait des trucs. Ce truc, le CLI n'a pas vraiment de valeur en soi, c'est dans les workflows se trouve la valeur. Donc, c'est open core, c'est open source, et puis youpi. J'ai envie de bosser sur la fonctionnalité de TUI, elle est importante pour la suite, et de bosser sur le support de l'ACP, en fait, qui permet d'interagir en mode client-serveur entre le CLI donc, et les différents agents. Le MCP, donc, il a été release. Lundi, il ne l'était pas quand j'ai fait les slides. Hier, j'ai craqué, je l'ai release. Le scheduler, donc, il est en cours de test et il vient s'intégrer à tout le système. Et le générateur de code, il est dans les tuyaux. Je suis en train de bosser dessus à côté. Je vous remercie. Et désolé. Et en fait, on en est à peu près dans la phase où, pour pouvoir faire avancer les choses, j'ai un peu besoin de vous. C'est-à-dire que moi, ça fait 6 mois que je bosse avec, ça fait 6 mois que ça ship tout ce que je fais. Donc,
la grande question, est-ce que AWF permet de développer AWF? Oui, etc., etc. Mais j'ai besoin de retour maintenant. Il y a quelqu'un qui est en train de me faire une PR parce qu'il veut utiliser Cursor, tout simplement. Donc voilà, on en est à peu près dans cette phase-là du projet. Je vous remercie. Merci Alexandre, on va passer aux dernières questions de la soirée. Hop, j'ai vu qu'il y a une main levée là-bas. Merci pour ta présentation, très sympa. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, tu emballes l'agent au travers d'un set de fonctions qui sont déterministes. L'output de l'agent, pour autant, lui, n'est pas déterministe. Donc, tu le considères déterministe parce que tu as structuré ton code et suffisamment rigidifié ton code pour que normalement le mauvais code ne passerait pas ou déclenche un fail. Et c'est ça que tu considères comme étant déterministe? Non, l'outil est déterministe. L'output, effectivement, de l'agent, lui, ne l'est pas. Après, tu viens créer ton harness autour de l'agent et en fait, tu joues avec les outputs. Il n'y a rien qui t'empêche de les parser, d'essayer de voir si tu retrouves tes informations, de claquer des trucs. Ça n'enlève pas le facteur humain, encore une fois. Ça vient fiabiliser les process, effectivement. Et même, je te dirais, de base, un workflow qui est exécuté, normalement, il va être plus long que si tu l'exécutais directement dans le cloud, etc., parce que justement, il est infiniment plus blindé. L'un des trucs que tu peux garantir avec un workflow AWF qui est correct, c'est d'avoir une vraie boucle TDD, par exemple. Parce que, en fait, tu vas déclencher explicitement 3 steps différents qui vont être, de manière très explicite, scopés sur un truc avec là, je veux du RAID, là, je veux une implémentation, là, je veux une validation. Et ça, tu vas pouvoir créer une loupe, etc., etc. Et dans ce sens-là, tu as un harness qui tend vers le déterminisme d'une manière beaucoup plus intéressante que la version de base, coucou, s'il te plaît, fais-moi du TDD. Très clair, merci. Je ne peux pas dire que c'est déterministe à 100%. Merci pour la présentation. J'adore la philosophie Unix qu'on retrouve ici. J'avais une question sur, pour être sûr d'avoir bien compris, AWF, c'est un système multi-agent générique, c'est-à-dire que ce n'est pas que des agents pour faire du code. Tu dis que tu utilises AWF pour développer AWF, mais le champ d'utilisation est plus large que le codage. En fait, si tu veux, de base, donc on est sur une state machine, workflow state machine. Donc, tu exécutes des outils CLI. Il y a un gros passage de warning sur la doc qui dit, bah, justement, attention, vous pouvez littéralement déclencher tout ce que vous avez sur votre système. Là-dedans, tu vas intégrer les agents et j'ai mis un gros sucre syntaxique autour des agents. Donc, c'est là où, en fait, Ansible, on peut aussi l'utiliser en local. On sait qu'utiliser Ansible en local avec la problématique, etc., on pourrait avoir vite des problèmes. Donc là, on est dans une version qui est effectivement orientée pour faire des agents, mais factuellement, tu peux déclencher des process et des workflows qui n'appellent à aucun moment un agent. Et c'est moi qui donne l'orientation parce que vraiment, je veux driver mes équipes par rapport à tout ça. Donc moi, il y a un moment dans ma vie où je lance plein de workflows AWF, pareil, puis ça fait le boulot. Tu m'avais déjà envoyé, parce que je suis le papa de Lisa, tu m'avais déjà envoyé le truc. Je n'avais pas pris le temps de regarder vraiment, donc je vais regarder. D'accord, merci. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai bien aimé ce que vous faites et je ne me questionne pas sur la pertinence de cette déterminaison des processus aujourd'hui, dans l'état actuel, mais je me demande sur la philosophie en général d'essayer de rendre l'IA et les process déterministes. Pourquoi? Parce que imaginez que vous avez une user story, ok? Donc c'est quelque chose qui définit à quoi le produit final il va ressembler, à quoi une feature il va ressembler. Et on va le donner à 3 développeurs et eux, chacun de son côté, ils vont la faire. Et je suppose que chacun parmi ces développeurs, malgré que le travail va être bien fait, ça va être différent. Donc, ce n'est pas déterministe. Et pourquoi, dans ce cas, on cherche à rendre l'IA déterministe? Parce que le processus, ce n'est pas juste
comment le code il va jusqu'au bytecode et après exécuté par l'ordinateur, c'est aussi comment le code, comment l'idée, il va de cerveau jusqu'au clavier, jusqu'au bytecode. Et là, ce processus, il ne peut pas être déterministe. Donc, je me questionne sur la philosophie de pourquoi on veut rendre ça déterministe. Tu veux quel niveau de transparence sur ma réponse? Total, oui. J'ai vu ta conf, hein. Donc, toi et moi, effectivement, on est diamétralement opposés. Tu as pris un point qui est tout à fait valide dans ce que tu as créé, etc. Tu as orchestré, pareil, un certain nombre d'outils qui font que tu viens lever des problèmes en greenfield, etc., avec une orchestration d'outils qui est très intelligente. Moi, en l'occurrence, ma réponse par rapport à ça, c'est que le type de boîte que je drive, c'est un peu comme Bedrock, quoi. Donc, avoir une équipe de 20 devs qui sont derrière un TUI, qui sont bien réveillés, mal réveillés, et qui peut-être vont déclencher les mêmes trucs avec tous les côtés aléatoires, qui vont m'envoyer des PR, à un moment, de par ma position, c'est un vrai problème. Et donc, c'est là-dedans que j'arrive. C'est dire, je ne refuse pas en bloc tout ce qui se passe par rapport à l'IA générative, parce que c'est un vrai accélérateur sur certains points, etc. Mais c'est un vrai problème du point de vue des organisations qui sont structurées. Et en fait, l'une des solutions, c'est cette fameuse industrialisation. Donc, à ce niveau-là, le but du jeu, c'est juste d'uniformiser tes équipes, comme tu pourrais dire. Je veux que, quoi qu'il arrive, tout le monde passe par la CI et la CD. Si quelqu'un ne le fait pas, j'ai légitimement le droit de lui taper dessus, etc. Donc là, de la même façon, à partir du moment où on va embrasser cette techno avec tous les côtés aléatoires, on essaye de la structurer et donc on passe là-dessus. Il y a d'autres solutions comme ça qui existent pour faire du workflow. On y trouve des avantages et des inconvénients. On en a un peu parlé sur le Slack. Il y en a une, par exemple, où la grosse différence, c'est que si tu as déterminé que c'était Claude, c'est tout le temps Claude, etc. Là où moi, j'ai une granularité, et puis c'est un peu tout ce qu'on fait en atomique, quoi. On a vraiment une granularité là-dessus. Mais c'est vraiment le postulat de base que je suis sur des équipes qui sont structurées. Et donc, je dois les organiser d'une certaine façon. Voilà. Ok, merci. Après, on peut en parler pendant des heures. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on termine? Ouais. Merci pour la presse. J'ai deux questions. Le premier, c'est un peu technique. C'est qu'est-ce qui l'empêche l'agent à bypasser ce mode déterministe? Imaginons par exemple que je suis en train d'installer les pods dans le contexte d'un projet iOS. Je mets ça dans un makefile ou un script, fichier.sh, j'expose ça via un MCP et je m'inspire d'AWF. Qu'est-ce qui empêche l'agent, lorsque le script ne fonctionne pas, de le faire lui-même? Alors, je vais donner un exemple concret. Génération de code, justement. Donc, dans l'écosystème Symfony, tu as un truc qui s'appelle Maker, Symfony Maker. Théoriquement, tu es censé exécuter un outil CLI. Tu lui dis, voilà, ça fait ça charge un template, ça remplace, etc. Et donc, théoriquement, ça marche tout le temps, quoi. Ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que en fait, un coup, il va aller trigger effectivement le CLI comme tu lui donnes. Un coup, en fait, il va tout simplement aller charger les fichiers templates YAML, les récupérer et puis régénérer le code à partir de ces fichiers-là. Donc, ne pas passer par la partie déterministe, etc. Il va faire ce qu'il veut. Et le troisième coup, tout simplement, il va te dire « je l'ai fait » et puis il ne l'a pas fait. Donc là, c'est beaucoup plus flagrant parce que tu passes par une invocation d'outils dans un workflow, etc. Et puis tu dis ça va forcément passer. Le MCP, suivant comment tu le triggers dans ton contexte, à quel moment de la fenêtre de contexte, etc. tu vas avoir un trigger qui est explicite ou non. L'un des avantages de passer par le workflow, là, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu vas faire une invocation d'agent, tu vas repartir avec un contexte qui est frais.
Et si tu ne veux pas un contexte qui est frais, tu vas demander explicitement dans ton workflow, la conversation, elle soit résume. Donc, si tu veux, tu sautes à pieds joints dans les avantages et les inconvénients qui vont avec. Et c'est là où je dis aussi, plus tu connais la façon dont ça fonctionne techniquement, plus tu es capable en fait d'aller diminuer justement ce problème, parce que factuellement, quand tu interagis sur un prompt avec un agent, en fait, ce que tu donnes, c'est une intention dans un contexte avec des critères d'acceptance. Plus ton intention, elle est dans un contexte qui est large, plus tu as de possibilités de dérive, plus ton intention, elle est dans un contexte qui est petit, plus ça peut se passer correctement. Et donc arrive le grand débat de mais si c'est pour pouvoir dire à la ligne de code près comment est-ce que ça doit fonctionner, pourquoi est-ce que je fais de l'IA? Et c'est un truc qui est légitime dans notre métier, encore une fois. Mais voilà, la réponse, elle est un peu là-dessus. Donc, suivant comment tu t'y prends, ça peut se passer correctement. Ça peut se passer correctement 90, 95% du temps, etc., etc. Et à voir à quel point est-ce que tu es 100%. Ok. Voilà. Mais j'ai de la dérive hein, aussi, hein, soyons très clairs. Hein. Il y a des moments où j'ai de la dérive parce que quand j'y vais avec le TUI, que justement je dis les Américains sont levés, etc., et que je récupère un document et je vois que le document il est mal formaté, ça m'arrive une fois sur 10 à peu près, c'est clairement, il y a eu un ajustement en cours sur les serveurs du point de vue SaaS, etc., etc. Hein. Merci. Deuxième question, c'est comment vous vous positionnez dans un monde où les gens ils souhaitent le non-déterminisme, les gens dans un monde de vibe coding, shapefast, etc. Il y a clairement un public qui ne souhaite pas être déterministe. Ben, en fait, là, en vrai, ça changerait pas grand-chose à leur vie. Là. Ils auraient peut-être un peu plus de harness autour et puis ils pourraient faire exactement la même chose. Voilà. Mon avis personnel, en fait, j'en ai deux des avis. Tu as le côté personnel et tu as le côté professionnel. Professionnel, je pense que je l'ai clairement exposé. Du point de vue personnel, moi aussi, il y a des moments où je dis j'ai envie de tenter un truc et je vais aller chercher la rapidité, etc., etc. Ce que je refuse, par contre, c'est les discours à la LinkedIn. Donc, le SaaS qui est shippé en 48 heures et qui te rapporte des millions, ça n'existe pas dans la vraie vie. Il y en a un sur combien qui arrive à faire ça. Et c'est là où il faut faire attention au narratif et on arrive sur cette partie avec le disclaimer parce que moi, ce qui me fait peur à l'instant T, c'est pas qu'il y ait des organisations qui s'embarquent dans l'IA, mais c'est juste que comme on s'y embarque en fait avec la personne qui a le plus d'appétence dans le pool de dev, si les résultats sont pas bons, parce qu'en fait les résultats potentiellement sont pas bons parce qu'ils sont pas gérés correctement, on ait une déception qui soit folle et qu'en fait on se dise mais l'IA c'est de la merde. Sauf que non en fait. C'est ce qui s'est passé avec plein de méthodes. Ça fait, il y a 12 ans, je me faisais taper dessus parce que je vendais du DDD, de l'hexagonal, etc., etc. Fait est que c'est pas forcément une mauvaise méthode. C'est la façon dont c'est utilisé, encore une fois. Par contre, attention, l'IA, c'est pas un outil comme les autres. Il y a un peu plus de responsabilité quand même. Merci beaucoup pour vos questions. Merci Alexandre. Merci.